Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous. Dans le monde passionné de l'histoire de l'art et de la communication publicitaire, Cyril Marie s'est démarqué en créant sa propre voie. Le salariat n'a pas voulu de lui. En 1996, à l'âge de 22 ans, il a fondé l'une des premières agences web en Haute-Savoie, devenant ainsi un véritable pionnier. Au fil des années, il a propulsé cette entreprise d'une seule personne à une équipe florissante de 25, avec des clients prestigieux tels que La Redoute, Vinci, XPO Logistique et Havas. Après avoir connu des succès fulgurants, Cyril a dû faire face à des erreurs de management et d'association. Il a vendu ses parts et a choisi de se réinventer en prévoyant une nouvelle agence créative, inspirée de ses voyages aux États-Unis, bien avant la tendance du nomadisme et avant même l'arrivée de la pandémie. Aujourd'hui, son entreprise est une ode à la liberté, où les idées peuvent s'épanouir et où la créativité est libérée de toute contrainte. Avec son talent remarquable et sa passion contagieuse, Cyril donne vie à des concepts uniques, repoussant les limites de l'imagination. Bonjour Cyril. Bonjour Élodie. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter ? Donc, qui est Cyril ? Alors, qui est Cyril ? Cyril est un directeur artistique à l'origine, mais plutôt un entrepreneur dans l'âme depuis ma plus tendre enfance, on va dire. J'ai très tôt eu envie de driver des projets, ou en tout cas de prendre le lead. Je me rappelle dans la cour de récréation, je voulais toujours commander les petits groupes et commander tout le monde. C'était peut-être un signe, je ne sais pas. Ce qu'il en résulte, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai voulu très tôt démarrer des projets d'entreprise. Et on a eu, sur notre dernière année d'études, la chance de pouvoir créer une junior entreprise avec un groupe de 10 personnes, ce qui était un pied à l'étrier avec un format très novateur à l'époque, parce qu'il y avait très peu de campus qui proposaient des formats similaires. Et cette junior entreprise, on l'a appelée Eclipse, puisqu'elle était là pour une année, donc elle arrivait, elle repartait. Et c'était le début de la collaboration, d'essayer de construire un projet à plusieurs. Et puis ça m'a tout de suite plu, et je me suis dit, il y a des places à prendre dans le multimédia, parce que ça s'appelait le multimédia à l'époque. Et on a tout de suite, en tout cas toutes les personnes de cette époque, très tôt, on a eu envie de monter des projets entrepreneuriaux. Donc je dirais que je suis plus un entrepreneur dans l'âme, parce que c'est comme ça que je vois le monde professionnel, par l'entrepreneuriat. J'arrive pas à le voir par d'autres portes. J'ai bien essayé, comme tu disais tout à l'heure, mais le salariat n'a pas voulu de moi, donc ça a été compliqué. C'est-à-dire que mon premier patron, qui a fait toutes les erreurs de management qui m'ont permis de comprendre ce qu'il fallait pas faire, si tu veux, lui a très tôt tendu, on va dire, des perches qui n'en étaient pas, c'est-à-dire à essayer de me permettre d'aller creuser sur des thématiques comme le web à l'époque, qui était nouveau. On parle de ça, c'était en 96, 97, à la naissance du digital comme on le connaît aujourd'hui, bien avant tous les GAFAM et tous les réseaux sociaux qui n'existaient même pas. Et donc c'était me laisser partir dans des directions pour essayer de chercher ce qui pouvait lui rapporter de l'argent. Et au moment où on a commencé à creuser un peu le web, je lui ai proposé de m'associer, puisque bien évidemment j'avais compris que ma voie n'était pas dans le salariat mais plutôt dans l'association. Et là c'est assez drôle, parce que j'ai une anecdote qui est liée à ma mère, c'est qu'à cette époque-là, ma mère était très fière que je signe un CDI, c'était incroyable. Et quand je lui ai dit que je démissionnais
un an plus tard, je crois, ou c'était 8 mois plus tard. Elle a pété un câble et elle était en panique. Et en fait, j'ai vu tout dans ses yeux, j'ai vu toute la peur, tu vois, du risque. Et puis, qu'est-ce que le risque? En fait, en tout cas pour elle, c'est pas quelque chose qu'elle avait peut-être bien perçu dans mon métier. Elle a pris beaucoup de risques aussi dans son job à l'époque. Elle a suivi mon beau-père dans l'artisanat, donc je pense que c'était compliqué. Je pense qu'il y avait sans doute des craintes qui étaient liées à ça. C'est pas toujours facile de remplir le frigo tous les mois, si tu veux. Quand on était enfant, on vivait bien, mais je pense qu'il y avait sans doute c'est cette crainte de comment tu fais finalement pour gagner de l'argent et faire vivre ta famille. Et donc, elle aurait préféré que je reste salarié, mais ça n'a pas été le cas. Justement, par rapport à tes parents, parce que à 22 ans, te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même pas commun. Tu disais qu'elle avait ses peurs, mais malgré tout, est-ce qu'ils t'ont aidé, soutenu dans ton choix? Ils m'ont sans doute inculqué des valeurs qui étaient liées à l'entrepreneuriat d'une manière, même si c'était une famille d'instit, beaucoup d'instit dans ma famille. Par contre, mon beau-père étant artisan, donc à son compte, et mon père étant plutôt, lui, dans des formats d'associations, et notamment dans le domaine du ski, école de ski, création d'école de ski, donc c'était plutôt une forme d'entrepreneuriat un peu différent. Donc je les ai tout le temps vus aller sur des projets entrepreneuriaux, mais malgré tout, toujours avec cette problématique du doute dans leurs yeux, et en tout cas de se dire de leur côté un manque de confiance sur ma capacité de réussir quelque chose ou de créer quelque chose. Et donc, je dirais pas qu'ils m'ont aidé ils m'ont inculqué des valeurs, bien évidemment, des valeurs de respect, des valeurs de travail, du travail. Ça a toujours été un élément important. Et tant mieux, je les remercie pour ça, mais je pense qu'à des moments de ta vie, quand tu as une conviction instinctive, personnelle, tu sais que c'est là qu'il faut aller. Et en plus, le web était émergent, comme je te disais, donc on avait vraiment tous envie d'y aller, et il fallait y aller. C'était là qu'il y avait des places à prendre, en tout cas des projets à lancer. À cette époque-là, mes parents ne se sont pas posé la question du potentiel de marché, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ont plutôt conclu assez hâtivement que l'entrepreneuriat n'était pas pour moi, que je ne réussirais pas. Et donc, ça a été compliqué parce que, tu sais, c'est un peu la métaphore du gars qui grimpe un mur en escalade. Et là, donc, généralement, t'aimes bien être assuré, tu vois, avoir une corde. Tu te dis, bon, si je me casse la gueule, j'ai quelqu'un qui m'assure et je vais pas me faire mal. Et là, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire, tu grimpes ta voie en escalade sans assurance et sans que personne te soutienne. Donc, tu n'as qu'un seul choix, c'est de réussir. Et donc, ça a tout le temps été un driver de se dire il faut pas que je me plante, tout le temps. Et c'est compliqué, parce que ça te pourrit la vie aussi. Et à un moment donné, le fait d'avoir des doutes dans leurs yeux et dans leurs remarques et leurs suggestions, en tout cas de carrière, c'est à la fois un énorme booster, c'est-à-dire que la résilience apparaît à ce moment-là, et tu te dis je vais tout faire pour que ça marche, parce que de toute façon, je veux leur prouver, tu vois, donc tu veux prouver aux gens que tu vas y arriver. Et en même temps, c'est une énorme connerie. Pourquoi c'est une énorme connerie? Parce que tu construis un projet sans avoir des fondations solides. Aujourd'hui, on parle beaucoup, quand on construit des projets, de définir une raison d'être, de définir des valeurs, de définir un cadre. Et à 22 ans, quand tu n'as pas fait d'études, HEC ou autre, en tout cas que tu n'as pas pris de recul sur ce qu'il faut avoir dans ton bagage pour construire un projet d'entreprise, tu arrives dans le game, c'est un peu la foire, si tu veux. Tu débarques. Tu sais ce que tu es capable de vendre. Moi, j'ai toujours su ce que j'étais capable de vendre. Ça a toujours été clair et net. Très tôt, je construisais, donc je faisais de la création et du graphisme. Donc, je savais construire des supports imprimés. Je savais travailler sur des logos. Au début, on commençait à travailler sur des sites internet. Après, la vidéo est arrivée. Donc, j'ai toujours très tôt su ce que j'étais capable de vendre et combien le vendre. Donc, en fait, ça a tout de suite défini des business models qui pouvaient fonctionner. Et puis après, tu comptes un peu sur tes parents pour t'aider, et c'est là où tu te rends compte que tu es tout seul, en fait, et qu'il faut te débrouiller sans eux. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais et qu'ils s'en foutent un peu. Ça, tu te rends compte plus tard. Et la deuxième raison, c'est que ils doutent, donc ils ont envie que tu t'arrêtes et ils n'ont pas envie que tu continues, parce que dans
dans leur fond intérieur, dans leur fort intérieur, pardon, ils sont convaincus que tu n'y arriveras pas. Et peut-être que c'est aussi de leur part des peurs, ou enfin, on en a déjà parlé plein de fois sur le podcast Antinomique. C'est des choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Et moi, ça m'a beaucoup pénalisé au début, énormément. Après, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça. Après 20 ans à piloter cette boîte, tu te dis, est-ce que la réussite, c'est quoi en fait au final ? Est-ce que la réussite, c'est une boîte qui tient 20 ans puis qui se pète la gueule la dernière année ? Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc en fait, la reconnaissance que tu cherches au départ, elle fausse ton cap et elle fausse la définition de tes objectifs. Et j'ai eu la chance d'être aidé après, au bout de 5-6 ans, où ma boîte tournait et où j'ai essayé finalement de m'éloigner de cette recherche de validation, de confirmation de leur part. Parce que finalement, c'est pas ça la vie en fait. Et puis il faut avancer pour soi et il faut pas avancer pour les autres. Enfin, on peut travailler avec les autres, construire des projets à plusieurs. Mais la résilience, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, tant pis, aujourd'hui je construis mes projets, je sais pour qui je le fais. C'est pour moi, mes enfants, mes équipes. Et l'humain aujourd'hui, je veux qu'il soit au cœur de notre projet. Et j'ai plus rien à prouver à personne et j'ai plus envie de prouver rien à personne. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui, cette sérénité qui est arrivée tard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais c'est une belle force que tu as développée. Et je vois le nombre de personnes qui cherchent la reconnaissance de leurs parents. Moi-même. J'avais suivi les traces de mon père dans l'immobilier. J'allais chercher une reconnaissance que j'ai finalement jamais eue après à me lancer dans l'entrepreneuriat, que j'ai finalement jamais eue. Et en parlant avec plein d'entrepreneurs ou d'autres personnes, finalement, c'est le jour où tu lâches prise, où tu arrêtes d'aller chercher le regard de tes parents, que là, il se passe quelque chose. Et que là, il y a un changement et un déclic. Je pense que, en tout cas pour mon cas, mais ça ne regarde que moi, c'est le mentorat en fait qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de mentors. J'en ai eu 2, je pense. J'en ai eu un très tôt et un très tard. C'est rigolo, tu vois, comme je dis ça. Donc j'en ai eu un très tôt puisque à la 2e année d'existence de mon entreprise, j'avais un associé un peu filou qui était parti avec la caisse et son frère aîné qui travaillait à Paris, qui a été un des créateurs de Ogilvy. Tu connais Ogilvy, l'agence de pub américaine ? Non. C'est une des premières agences de pub américaines. Enfin, c'était des précurseurs dans le marketing et la communication, donc Ogilvy. Oui. Et lui a implanté Ogilvy à Paris, donc il dirigeait la filiale française. Donc c'est juste un gars qui était incroyable, Gilbert Ada, qui est décédé depuis. Et ce gars, il m'a aidé, tu peux pas savoir à quel point, à prendre du recul justement, et à cadrer des projets et à arrêter d'aller chercher cette reconnaissance. Et c'était le frère de mon associé qui était un peu filou et qui s'était barré avec la caisse. Mais donc c'était drôle parce qu'il y avait vraiment le contraste entre les deux. Et ce gars m'a vraiment appris énormément de choses. C'était un ancien typographe, donc il m'a beaucoup appris aussi. Il a continué à m'enseigner tout ce que je peux aujourd'hui transmettre. Et surtout, il m'a permis de comprendre comment on pilotait une entreprise. Et donc, à 23 ans, je m'occupais de fabriquer toute la créa des arrières de bus des cars londoniens à Paris, puisque lui avait inventé la régie publicitaire des cars rouges. Donc, tous les arrières de bus que tu vois sur les Champs-Élysées, et c'était tout fabriqué à Crangevrier dans une cave sur mon ordi de l'époque. Et donc, je fabriquais ces supports de communication. Je les envoyais par la poste, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, j'ai envoyé des CD par la poste. Et c'était produit après sur Paris dans des ateliers de production visuelle. Et donc ça m'a permis très tôt aussi de mettre un pied sur Paris et de rencontrer des entreprises, des régies. Et donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à prendre conscience de notre rôle en tant que publicitaire ou en tant que créatif. Et puis ça a tout de suite cadré mes objectifs de vie professionnelle et ça m'a permis de séparer aussi mes objectifs de vie personnelle, ce qui était important. Et d'arrêter de chercher cette reconnaissance auprès des gens qui finalement, je pense que la conclusion de tout ça, c'est ça sert à rien d'aller chercher auprès de ces gens-là parce que c'est pas des gens qui partagent nos domaines d'activité, c'est pas des gens qui partagent nos problématiques, nos enjeux de croissance, de développement, de concurrence, tu vois, c'est des proches, c'est des gens qui nous aiment. Et en plus, c'est pas des gens objectifs. Comme ils nous aiment, ils vont jamais nous dire la vérité, tu vois. Alors, il y a quelques fois, mais en tout cas, ils vont essayer maladroitement de nous épauler ou de nous accompagner. Et moi, leur maladresse, elle est passée par
par le fait de ne pas être là, de ne pas m'épauler, de ne pas me tenir la main quand j'avais des problèmes. Et puis surtout de me dire, ça ne marchera pas. Ils ont même essayé à un moment donné de faire en sorte que j'arrête mon activité. Ça a été assez incroyable comme projet. Ah, ça a été à l'extrême, là. Ouais. J'avais un imprimeur avec qui je travaillais, que je n'avais pas payé depuis 1 an. Et c'était un ami, un proche de ma famille. Je ne citerai pas de nom, genre, on va rester un peu large. Et cet imprimeur, qui était un imprimeur très cool, un jour il m'appelle, il me dit je comprends pas, il s'est passé un truc incroyable. Tes parents sont venus me voir et ils m'ont demandé de t'attaquer pour que tu puisses cesser ton activité. C'est incroyable quand même, parce que j'avais une dette, si tu veux. Donc ils cherchaient un moyen de faire en sorte que ça s'arrête et que mon entreprise de l'époque s'arrête. Parce que j'étais en difficulté effective. L'entreprise avait eu du mal à démarrer. Et puis cet associé qui s'était barré avec la caisse avait laissé finalement des dettes. Et donc l'imprimeur n'avait pas été payé parce que l'autre s'était barré avec la caisse. Donc si tu veux, c'est l'école de la vie. Donc en même temps, ça te forge et tu comprends beaucoup de choses très vite. Et c'est là où je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit à l'imprimeur, écoute, je te payerai tout ce que je te dois. Laisse-moi quelques temps. Et puis on a construit un plan de financement, un plan de remboursement. Et au bout d'1 an, je pense qu'il a été remboursé. Et c'est resté d'ailleurs pendant quelques temps mon imprimeur après. C'était drôle. C'est incroyable à quel point ils ont eu peur et ils voulaient te protéger. Oui, et puis me protéger, ça voulait dire que j'arrête de faire ça. Oui. Et tu sais, je pense que dans leur tête, ils se disaient, il est inconscient et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et ils ont vraiment cru bien faire. Ah, complètement. J'en suis sûr. Ils étaient dans leur monde. J'en suis sûr. Et c'est pour ça que je ne leur en veux pas, si tu veux, après coup. Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est compliqué parce que je pense que des gens comme mon père, par exemple, est revenu plusieurs années après pour me tendre la main, pour essayer de rejoindre un peu l'aventure et pour m'aider. Et puis je lui ai dit non, en fait. J'ai dit que c'était pas, que j'avais pas envie qu'on partage cette aventure-là, en fait, parce que c'était pas. Enfin, pour moi, tu prends le train quand il part de la gare, tu prends pas le train en route. C'est aussi ça qui est important dans ces projets où tu connais pas tout. Tu sais pas par où ton entreprise va passer et quelles seront les contraintes que tu vas rencontrer. Et l'opportunisme, c'est pour moi un élément qui est assez compliqué à accepter. Donc voilà, pour moi, il y a des projets, on met à plat un projet, on y va tous ensemble. Et aujourd'hui, j'ai construit une équipe qui partage, je pense, ça, c'est-à-dire qu'il y a plus de hiérarchie structurelle dans l'entreprise. N'importe quel profil qui rejoint l'aventure, parce que j'aime pas dire l'entreprise, pour moi c'est une aventure qu'on partage, peut prendre le lead à un niveau que tu peux même pas imaginer. Tu vois, Margot, elle a pris le lead sur des projets internationaux, sur des marques énormes comme SNR, NTN SNR, et c'est elle qui pilote les projets toute seule. Moi je suis là de loin. Alors le client il m'a appelé quand même pour me demander si c'était cohérent, si ça allait marcher. Mais je lui ai dit, écoute, on verra. Si ça coince, on viendra mettre de l'énergie pour aider Margot et pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que au départ, ces peurs, ces craintes, ces interrogations, elles sont liées à des formats. C'est-à-dire on a été formaté pendant des années sur des formats de structure, sur des types de hiérarchie, sur des années d'attente pour gravir certains échelons, certaines étapes. Et pourquoi on n'inverserait pas tout? Et pourquoi on démolirait pas tout ça? Et pourquoi on dirait pas, non, il y a des choses à faire à des moments précis. Et il faut choisir la meilleure personne qui est capable de t'aider sur un projet à un instant T. Et si c'est un junior qui vient d'arriver parce qu'il a les capacités, les compétences, faut foncer. Faut le pousser, faut le booster pour qu'il s'épanouisse et qu'il porte ce projet-là avec le reste de l'équipe, mais en tout cas qu'il prenne le lead. Et c'est comme ça qu'on a pivoté un peu sur ces nouveaux formats. Voilà. Donc ça a pris beaucoup d'années à comprendre tout ça et puis à se permettre de le faire, parce que tu peux pas le faire non plus systématiquement. Mais ça m'a coûté 20 ans de mon projet d'avant, ça m'a coûté mon entreprise, ça m'a coûté mon ancienne équipe qui me détestait à la fin. Donc je suis parti parce que cette équipe me détestait tellement que je pouvais pas rester dans un endroit où je me battais tous les jours à l'interne et à l'externe. Moi, je pense que j'ai toujours eu une image dans le business du guerrier qui doit aller se battre. Et moi, je me suis toujours vu comme ça, si tu veux, ce qui est un peu débile des fois. Mais
pour moi, je vais jamais lâcher. C'est-à-dire que je vais tout faire pour essayer de trouver une solution, trouver un client, signer un mandat. Alors des fois on perd, donc après maintenant tu acceptes la défaite d'une autre manière, mais je me suis toujours battu pour aller chercher les dossiers, pour essayer d'être pris, pour essayer d'être reconnu, pour que les projets arrivent à leur terme, pour qu'on puisse livrer correctement. Et dans mon ancien projet, au bout de 17 ans, et avec des choix d'association qui n'ont pas été les bons, je me suis perdu, et j'ai perdu en fait les valeurs premières qui étaient les miennes, et puis ma raison d'être personnelle dans cette entreprise, et puis même la raison d'être de l'entreprise. Tout s'est mélangé, tout est devenu flou. Il y a eu des batailles d'ego à la tête de l'entreprise, on va dire des sales coups qui ont été faits, sans doute croisés. J'ai pas été blanc, je suis pas blanc. Quand il y a un projet comme ça et que tout se casse un peu la gueule, tu as forcément commis des erreurs, et j'en ai fait plein. Et j'ai voulu aussi à un moment donné comprendre quelles avaient été mes erreurs en management surtout. Aujourd'hui, je m'en sers beaucoup pour apprendre à d'autres gens à pas faire ces mêmes erreurs, à essayer de transmettre des bonnes pratiques. Et puis surtout, ce projet, il a explosé. Au bout de 10 ans, l'entreprise, on est passé de 350 000 euros de chiffre d'affaires à 2,5 millions en 8 ou 9 ans, si tu veux. Donc ça a été une croissance qui ne s'est jamais arrêtée. Et c'était tout le temps la course au nouveau marché, au nouveau projet, au palier des 100 000 de plus. Voilà. Et on embauchait, on recrutait, on staffait. Et puis on a eu des belles années où ça marchait super bien, c'était génial. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent parce que l'entreprise avance dans une forme de rythme effréné, et que quand tu veux ralentir ce rythme, parce que tu as besoin aussi de souffler, et donc tu veux décroître, et aujourd'hui on voit bien qu'en France c'est compliqué de décroître, parce qu'on n'a pas conçu, en fait on n'a pas fabriqué, les entreprises ne sont pas faites pour décroître. Et quand tu dis, tiens, je vais changer de stratégie, je fais un pivot, je décroît, puis j'ai besoin de moins de personnes, de moins d'effectifs, et j'ai envie d'aller sur d'autres projets, de vendre d'autres choses, et en fait, tu peux pas. Tu crames ta trésor très vite, et puis après, tes équipes vont peut-être pas forcément te suivre. Après, c'est aussi à toi de créer un leadership qui va faire que tes équipes vont avoir envie de te suivre. Et puis tu essayes, malgré tout, un peu des fois au mauvais moment, et l'entreprise, entre parenthèses, se pète la gueule, et tu perds beaucoup de choses. Voilà. Et j'allais te demander, parce que tu as avoué que tu avais fait des erreurs de management jusqu'à ce que ton équipe vraiment ne t'aime plus, n'apprécie plus de travailler avec toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, maintenant, dans ta nouvelle entreprise, toutes ces erreurs-là? Alors, il faut juste qu'on redonne la définition d'aimer. Oui. Moi, je suis au boulot pour travailler avec mon équipe. J'aime l'humain, c'est une certitude aujourd'hui. Et malgré tout ce que j'ai traversé, je continue à aimer l'humain, à aimer le partage, à essayer de créer des interactions avec l'équipe et à tous les niveaux. On passe nos journées à échanger avec toutes les personnes de l'équipe. On n'a pas de bureau vraiment, donc on se parle beaucoup en visio et en Skype. Mais ce qui m'a manqué à cette époque-là, c'est déjà deux choses. La première, c'est qu'on était à une époque charnière dans la gestion et le management, avec pas mal de générations dans notre entreprise qui se mélangeaient, avec des attentes qui étaient différentes. Et je pense que les jeunes générations, aujourd'hui on parle beaucoup des générations Z et compagnie, je pense qu'à cette époque-là, ça a commencé à arriver, et les managers ont beaucoup souffert, tous, dans beaucoup d'entreprises. Pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi pour un changement aussi radical de pilotage des entreprises. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre de chefs d'entreprise, je fais des conférences qui sont dans le domaine de la culture d'entreprise et de l'intelligence collective, parce que pour moi aujourd'hui, je pense que la clé, c'est l'intelligence collective. Et je rencontre plein de chefs d'entreprise qui viennent chercher des conseils justement sur comment on pivote, comment on réadapte l'outil sans tout perdre, comme j'ai pu le faire, parce que moi j'ai peut-être braqué le volant un peu vite, si tu veux. Et surtout en construisant un projet ensemble pour passer à une autre étape de la vie de l'entreprise. Et là, on peut arriver à des formats d'entreprise libérée, à des formats beaucoup plus simples dans l'interaction entre l'humain au service d'un client et d'un projet client. Mais
ce qui m'a manqué aussi à cette époque-là, c'était d'avoir fait des études de management, parce que j'ai pris des décisions peut-être sur le coup de l'émotion, sans prendre assez la mesure de ce que mes mots allaient générer comme comportement et comme attitude. Et je pense que, comme j'étais un peu, comme je te le disais tout à l'heure, un peu en mode guerrier, je pense que des fois en interne, si ça allait pas assez vite, j'étais peut-être un peu trop cash. Et après, tu abîmes une fois, tu abîmes 2 fois, tu abîmes 3 fois la relation que tu as avec quelqu'un au niveau verbal. Hein. Et puis la personne, c'est fini. Après, elle n'a plus envie de t'écouter ou de te suivre. Et après, tu tombes dans un travers qui est très toxique pour les entrepreneurs. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, je peux vous donner un conseil. C'est que le jour où vous pensez que tout va bien, où il n'y a plus personne qui râle, où les gens sont bien à leur place, ils font leur boulot, il n'y a plus de débat, il n'y a plus trop de débats, et ben en fait, c'est le début de la fin. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tout va s'arrêter très vite. La communication a été coupée. Ouais, parce que les gens, ils ont lâché prise. Ils n'ont plus envie de débattre. Ils n'ont plus envie d'aller perdre du temps à essayer de convaincre le chef d'entreprise qu'il a tort ou qu'il a raison. Et c'est des choses qui, aujourd'hui, sont importantes. Et j'essaie de faire attention. Avec Margot, des fois, on débat sur des idées ou sur des modifications dans des projets. J'espère que j'impose pas trop de choses, mais en tout cas, je pense que c'est là où il faut avoir beaucoup d'humilité, prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe, parce que 5 idées vont être forcément meilleures qu'une, que j'ai dans ma tête, par exemple. Donc, c'est partager avec l'équipe, demander des avis, et puis faire de l'auto-contrôle à plusieurs. Et ça, c'est le début de l'intelligence collective. C'est là que ça commence. Quand tu commences à écouter correctement les gens et à partager avec eux. Tu m'avais partagé ce conseil-là il y a quelques mois, que j'avais trouvé très intéressant. Et c'est vrai que moi, je me fais assez challenger par mon équipe, et on a mis en place un codir, et c'est la meilleure chose que j'ai faite. C'est incroyable, c'est vraiment ce cerveau collectif. Et ce qui en émerge, c'est top. Ce qui est compliqué dans les formats anciens et traditionnels, c'est qu'on définit un cadre avec des cases. Okay, donc on a un grand cadre avec plein de cases dedans. Ces cases, elles définissent finalement la hiérarchie, comment les gens arrivent, ils rentrent par quel endroit, jusqu'où ils vont aller, comment ils vont évoluer. Et puis après, on instaure dans ces entreprises 2 choses. On instaure la peur de la critique. Enfin, on ne laisse pas aux gens la possibilité de donner leur avis, de dire ce qu'ils en pensent. Ou alors, on le laisse un peu au début, mais on l'étouffe très vite. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Souvent, dans les entreprises, on va embaucher quelqu'un. Cette personne, elle va être motivée. Tu vois, il y a plein de gens qui critiquent les jeunes, par exemple, qui disent « Ouais, les jeunes, c'est des feignants, ils n'ont pas envie de bosser, ils sont chiants, ils ont toujours raison, ils ont toujours... Le problème, c'est que n'importe quelle personne de n'importe quel âge qui rentre dans une entreprise a envie de bien faire. Il a envie de participer au projet, il a envie. Au moins les 15 premiers jours. Pourquoi les 15 premiers jours ? Parce que 80% des managers, encore aujourd'hui, on est en 2023 quand on parle, 80% des managers ou des équipes de management détruisent la motivation de quelqu'un en 15 jours. Voilà. Et j'aime toujours cette métaphore de se dire, quand tu embauches quelqu'un, essaye d'imaginer quelle va être l'énergie que tu peux mettre en place le premier jour quand il rentre dans l'entreprise. Essaie de préparer les... Et moi, des fois, je me plante. Cette semaine, on a une stagiaire qui est arrivée, j'avais oublié qu'elle venait. Donc, elle est arrivée, j'ai complètement foiré l'onboarding. Mon équipe s'est bien moquée de moi. Heureusement, ils étaient là pour rattraper le truc. Mais pourquoi ça a marché et pourquoi ils ont pu rattraper le coup ? Parce qu'ils ont tout de suite pris le taureau par les cornes à ma place. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est qu'à une autre époque, ils t'auraient laissé galérer avec ton problème, tu vois, ils t'auraient laissé trouver des solutions. Et là, non, ils ont réagi tout de suite et finalement, l'onboarding s'est très bien passé. Mais ce qui est compliqué, c'est ça. C'est quelle image la personne va avoir de ton entreprise à 16h le jour de son premier... à la fin de son premier jour de travail. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si à 16h, elle n'a pas envoyé un SMS à ses proches positif, ça va pas faire. Et ça marchera pas. Et au bout de 15 jours, ça va péricliter et après, la personne, elle ne restera pas. Donc, ce qu'il faut, et c'est le conseil qu'il faut donner, essayez de vous mettre à la place du téléphone mobile de la personne. Et qu'est-ce qui va être saisi à 16h pile, ce jour-là ? C'est un joli challenge, tu vois. C'est un joli challenge. Et donc,
quand la personne arrive, souvent, dans les entreprises traditionnelles, elle est passée par les RH. Le RH, il lui a vendu du rêve. Elle a très peu vu le reste des équipes. Et donc, elle se retrouve le jour du démarrage. C'est un peu à l'arrache. Soyons honnêtes, c'est souvent à l'arrache les démarrages dans les boîtes et tout ça. Alors, t'en as qui te préparent le kit de bienvenue et tout est bien prêt sur le bureau. Mais ça, c'est du matériel. C'est quoi le regard de l'équipe, c'est quoi l'échange, c'est quoi les petits instants dépensés par le reste de l'équipe pour passer du temps avec cette personne qui vient d'arriver. Voilà. Méthode Cohérence, on a un accompagnement entreprise et la semaine dernière, on a participé au salon Top DRH avec cette très très grande problématique, les entreprises qu'on a rencontrées. C'est comment attirer les talents, parce qu'il y a une guerre actuelle. Et 2, vraiment, il y a un gros sujet, c'est comment fidéliser ses salariés. Et notamment avec Robert de Haro, qui fait partie de mon équipe, on anime une conférence. Et sur le sujet, lui, il parle beaucoup de ces générations, de leur langage, de leurs attentes, ce que tu disais. Et moi, je parle beaucoup aussi de la marque employeur. Et c'est quelque chose, c'est exactement qui te rejoint quand on parle de raison d'être. Quelle est la raison d'être de l'entreprise ? Et j'embarque les gens qui arrivent dans mon bateau. Et on va aller dans la même direction. Et l'intelligence collective, on va vous faire participer. Moi, je mets quand même une petite parenthèse sur la marque employeur. Venant de la communication, du marketing, aujourd'hui, je vois très bien ce qui manque au RH. Il manque du marketing RH, mais intelligent et authentique. Complètement. Et le gros problème des entreprises, c'est qu'elles sont allées très vite vers la marque employeur sans réfléchir à la manière de le proposer aux équipes, au staff. Et donc, on se retrouve avec des marques employeurs qui sont partagées par personne. C'est juste un drapeau, un nouveau drapeau, c'est une nouvelle raison d'être qui a été posée sur l'entreprise. Mais en interne, il y a peu de gens qui ont participé à son élaboration. Et la clé, c'est ça. La clé, c'est partager avec l'équipe et même carrément laisser à l'équipe la mission de construire la marque employeur. Et moi, je pense qu'une entreprise aujourd'hui, en 2023, qui veut correctement construire sa culture d'entreprise, elle doit abandonner la volonté de le faire elle-même, donc le CODIR, je parle de la direction générale, et la direction générale, elle doit donner cette mission à son équipe. Et son équipe, avec la direction à l'extérieur au début, doit construire cette raison d'être et cette intelligence collective, et construire cette marque employeur qui va être finalement, qui va émaner de l'intérieur. Je suis complètement d'accord, parce que ce que j'explique justement, c'est attention à cette marque employeur qui est trop facile de l'extérieur, du côté marketing, attention au greenwashing, puisque là, les consommateurs sont pas dupes. Malheureusement, il y en a qui jouent trop sur ça, donc tout est remis en question. Effectivement, nous, dans notre accompagnement, on crée des cellules internes avec plusieurs salariés pour travailler sur ça, mais il faut que ce soit de l'authenticité. Et une raison d'être, elle se trouve pas en 5 minutes sur un papier. C'est beaucoup d'introspection. C'est ça. Et souvent, la raison d'être, elle existe. Elle vient de l'intérieur. Elle fait partie des rituels. On la voit pas forcément tout de suite. Complètement. Et c'est ces éléments-là qu'il faut amplifier. Oui. Aller les chercher. Et tu vois, nous, un truc tout bête, chez Inspire Studio, on a créé... Alors, le format Inspire Studio est très particulier. Il a été créé dans un vol d'avion pendant 12 heures. Et il a été un salut. C'est-à-dire que pour passer d'un projet à un autre, il faut avoir une prochaine étape, un nouveau cap. En tout cas, je pense. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif ou quelqu'un qui va broyer du noir, parce que je lâche jamais, comme je te disais, et je suis vraiment un combattant, donc je n'ai pas envie d'abandonner le combat sur quoi que ce soit. Mais quelquefois, tu dois être stratégique. Et dans mon ancien projet, j'ai quitté le navire, comme tu disais tout à l'heure, j'ai quitté ce projet parce que j'avais compris que de toute façon, j'allais tout perdre. À vouloir rester, j'allais tout perdre. Et c'est là où, à un moment donné, il faut accepter, mettre son poing dans sa poche, accepter que finalement, il y a eu 20 ans, se dire que 20 ans, c'est bien, et que maintenant, on va aller vers une autre histoire. Et c'est compliqué, parce que tu ne sais pas vers où tu vas. Et mon coach à l'époque, qui m'a beaucoup aidé, m'a dit, tu ne peux pas arrêter si tu n'as pas construit déjà dans ta tête la suite, si tu n'as pas préparé la suite. Et il m'a dit, c'est quoi la suite ? Et je lui ai dit, je ne sais pas encore. Il m'a dit, c'est pas une réponse. Travaille sur la suite. Et c'est là où j'ai cette anecdote qui est drôle, c'est que je suis parti d'un vol de 12 heures d'avion des États-Unis jusqu'à Genève. Et je me suis dit, il faut que je fasse mon deuil des 20 ans pendant 12 heures de vol. Donc c'est pas facile. Et donc je me suis retrouvé dans l'avion, j'ai pas dormi, j'ai pas regardé les vidéos
de l'avion. Mais j'ai pris un bloc, j'ai pris un calepin et j'ai commencé à creuser, à essayer de raconter des histoires, à mettre des mots, à mettre des formes aussi. Et de là est né Inspire. Donc le nom Inspire Studio, le logo Inspire Studio, les valeurs, et puis tout ça est né dans cet avion. Et donc, quand j'ai atterri à Genève, j'avais réussi à laisser tout le reste derrière moi. Et le lundi matin, c'est là où j'ai proposé mon départ et la vente de mes parts. Et puis après, j'ai construit Inspire, j'ai lancé Inspire. Et la raison d'être d'Inspire, elle a apparu pas accidentellement, parce que je pense que forcément, il y a des choses qui étaient inconscientes quand on a construit le projet. Mais tu vois, notre nom de domaine, on l'a choisi parce qu'on voulait avoir un mot unique. Donc on voulait avoir un nom qui soit évocateur. Donc Inspire, c'est évocateur dans beaucoup de langues. T'as pas besoin de le traduire, il est évident. Et surtout, je voulais pas un nom de domaine à rallonge. Donc dans les noms de domaine qui restaient libres, il y avait .Bryce, je crois, il y avait .Fun et il y avait .Cool. Et je me suis dit, .Cool est intéressant parce que je crois qu'on peut construire un projet d'entreprise, un projet collaboratif, et on peut le faire sans se prendre la tête. Et on peut le faire en arrêtant d'être dans le combat. Je parlais du côté guerrier et du combat. Et à un moment donné, on va poser son épée, on va poser son bouclier, et puis on va essayer de collaborer autrement. Parce que c'est pareil, pendant 20 ans, quand tu drives un projet à bout de nerfs et avec des contraintes, tu t'uses. Et je pense qu'aujourd'hui, mon dos, il lâche souvent. Parce que c'est tout ça qui... l'expression en avoir plein le dos, tu vois, ça vient de là. Et je pense vraiment que ça m'a usé de toujours être dans la guerre, en fait. Il faut arrêter de faire la guerre, je pense. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Et donc, c'est là où le point cool est devenu une évidence. Et un jour, on a essayé de mettre à plat raison d'être, culture d'entreprise, et c'était évident. C'est que quand on regardait notre nom accroché sur notre PowerPoint, c'était marqué Inspire, en gros. Donc ça, c'est notre raison d'être. On est là pour inspirer. Et point cool, c'est notre culture d'entreprise. Et ça a fait l'unanimité de l'équipe. Et puis c'était évident, enfin c'était une évidence. Et donc on a continué et on a construit la suite de l'aventure avec des nouveaux arrivants. On n'a pas de problème de recrutement chez Inspire. Les gens arrivent et des fois on se trompe dans les recrutements et ils restent quand même. Tu vois, on a un format de recrutement qui est très particulier. C'est pas moi qui recrute, c'est l'équipe qui recrute. Donc moi je fais en sorte de croiser des portfolios, de rencontrer des nouvelles personnes dans les réseaux divers et variés. Et puis, quelquefois, il y a un déclic, il y a une personne qui va m'attirer, et je vais tout de suite demander à l'équipe d'Inspire, donc on est 7 personnes chez Inspire, et je vais leur demander de téléphoner à cette personne, d'échanger avec elle et de prendre la température, alors qu'elles ne se sont jamais vues, qu'elles n'ont jamais parlé. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Margot. Je prends l'exemple de Margot, qui est rigolote, parce qu'elle c'est celle qui monte les podcasts, elle est obligée de s'écouter. C'est de dire, on va recruter Margot, ok. Et puis donc, j'envoie toute l'équipe sur le projet pour appeler Margot. Donc tout le monde appelle Margot pendant 10 minutes, 15 minutes, pour parler. Donc là, c'est cool, parce que tout le monde se parle. Moi, j'interviens à la fin. Et puis, ce que je dis aussi, c'est que si 7 personnes de ton équipe sont pas convaincus, et s'il y en a même 2 qui sont pas convaincus sur les 7, est-ce que tu vas embaucher la personne? Il faudrait peut-être mieux pas. Tu vois, il faut peut-être mieux pas, même si elle est brillante, même si elle est talentueuse, parce que tu vas mélanger 2 choses. Tu vas mélanger le savoir-faire et le savoir-être. Et tu vas inverser ces 2 trucs-là. Et si tu inverses le savoir-faire et le savoir-être, c'est catastrophique. Et c'est l'erreur que j'ai faite dans mon ancienne entreprise, en recrutant des gens qui étaient très bons, mais qui étaient très cons. Et donc, qui ont saccagé la culture d'entreprise. Et donc, à partir de là, tu dis à l'équipe, vous téléphonez à Margot, donc tout le monde appelle Margot. Super, ça se passe bien et tout. Je demande à toute l'équipe le lundi, qu'est-ce que vous avez pensé de Margot? Ouais, c'est cool et tout, ça c'est bien, machin, elle a parlé de ça, elle a dit ça, machin, tout ça. Ok, donc il me donne le feu vert pour faire l'entretien. Et c'est là que l'entretien arrive. Donc je prends rendez-vous avec Margot. Enfin non, c'est même pas moi, c'est quelqu'un de l'équipe qui me prend rendez-vous avec Margot dans un coworking. Et moi, je me dépêche d'imprimer sa page LinkedIn, tu vois, pour savoir qui elle est. Parce que j'ai pas encore regardé, tu vois. On m'a tendu des perches, puis on m'a dit qu'elle était douée sur ci, sur ça. Donc, je regarde et je prépare mon entretien. Et là, je me trompe de Margot Mollet. C'est-à-dire que je tombe sur une homonyme, une autre Margot, qui n'est pas là du tout elle, en fait, qui n'a rien à voir, qui fait autre chose, qui a d'autres métiers, qui a d'autres compétences, tu vois, qui a un autre savoir-faire. Et c'est là où le truc dingue se passe.
J'arrive à l'entretien. Margot arrive aussi. Et en fait, Margot, on lui avait demandé de faire un exercice. On lui avait dit, il faut que tu ailles voir telle société, qui était une de nos entreprises sur un projet parallèle, et tu vas nous monter un film publicitaire sur cette entreprise-là. C'était un test de recrutement. Et elle s'est gourée d'entreprise. Et moi, je me suis gouré de Margot. Oh là là. Et donc, on a fait un entretien improbable, tu vois. C'est des trucs improbables. C'est qu'en fait, tu parles pendant 1 heure. Et si, et ça, et qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Et tu discutes. Et au bout d'1 heure, seulement au bout d'1 heure, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la bonne personne. Et pendant cette heure, ce qui se passe d'intéressant dans cette erreur, finalement, c'est que ton cerveau, il coche des cases où tu dis, voilà, ça, elle sait faire, ça, elle sait faire, ça, elle sait faire. Donc ça, c'est acquis, tu vois. Elle écrit, elle fait ci, elle fait ça. Puis après, la Margot qui est là, en fait, elle te dit qu'elle fait d'autres choses. Donc tu te dis, bah, c'est cool. Tout ça, c'est du plus. Tu vois. Et donc, ça se rajoute. Donc tu te dis, waouh, c'est génial. Bon, après, il faut quand même pas tomber sur des chèvres, hein, mais là, c'était pas une chèvre. Ça a bien marché, tu vois. Et donc, on se retrouve avec 1 heure de discussion. Et là, on commence à percuter qu'on s'est planté. Voilà. Et c'est drôle, parce que là, tu te rends compte que c'est pas la bonne. Mais c'est quand même elle qu'on a embauchée. C'est incroyable. Ouais. Et pourquoi, la conclusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on doit recruter les gens en premier sur le savoir-être et après sur le savoir-faire. Parce que le savoir-faire s'apprend. Le savoir-être, ça s'apprend pas. Je suis entièrement d'accord, encore plus vu le métier qu'on fait avec le bilan de compétences. Et c'est ce qu'on apprend à nos clients, à développer ça. Et c'est marrant qu'on parle de recrutement, puisque j'ai pas non plus de sujet sur ça depuis le début. Et il s'est passé quelque chose là, c'est que j'ai des projets, plusieurs projets, des priorités, et déléguer, c'est quelque chose qui m'aide, qui est très important. Et notamment, je recherche un alternant depuis un petit moment. Et en fait, j'ai 2 personnes de mon équipe qui m'ont dit, on va gérer, on va t'aider. J'ai fait, ok, je vous délègue ça. J'ai vraiment fait un pari. Hein. Ils m'ont demandé ce que je voulais, exactement. Je leur ai dit. Ils ont créé la fiche de poste, mis sur Indeed. Là, ils ont reçu des dizaines de candidatures. Ils m'ont envoyé en me disant, on filtre. C'est pas des RH, hein. Mais voilà, ils savent très bien avec qui potentiellement ils peuvent travailler. Ils m'envoient. Et là, j'ai l'unanimité avec une autre personne aussi. Ce profil-là, moi, me fait vibrer. J'aimerais bien travailler avec quelqu'un comme lui. Je fais d'accord. Et là, je fais un pari. Je regarde aucun autre CV. Je demande à personne de venir. J'envoie un seul. Parce que moi, ici, il m'a fait tilt. Et on a eu la réponse il y a 4 jours. Et c'est lui qui vient. Bah oui. Et je fais, waouh, ça, c'est un beau travail d'équipe. Ah, mais complètement. Et surtout, tu leur as délégué le choix de donner leur avis. Oui. Pas que déléguer une mission. C'est ça. Et puis, ils sont tellement contents. Donc, c'est top. Ok. Mais après, voilà, donc là, on a un peu avancé, je pense. Ça, c'était peut-être pas en phase avec ta question, mais les projets d'entreprise, je pense qu'il faut arriver à équilibrer. C'est un peu le but et c'est un peu le thème du podcast. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Et pendant longtemps, le pro, parce que j'adore bosser, j'adore mon job, j'ai pas l'impression de travailler. Jamais. Même quand je traversais des moments très difficiles, que j'étais dans des crises dans les entreprises, des crises que ce soit financières ou RH, je me levais le matin et j'étais content d'aller, même si les gens me détestaient, j'étais content d'aller au bureau. Il y a des mois, je leur payais leur salaire et moi, je me payais pas parce que j'avais pas assez d'argent. Ils me haïssaient quand même, tu vois, c'est quand même absurde. Et donc, tu as plein de gens qui me disaient à côté, des amis, des proches, qui me disaient, mais c'est absurde, pourquoi tu fais ça ? Je leur disais parce que c'est un devoir, déjà, premièrement, et que j'ai ce rôle, et qu'à un moment donné, si t'es pas là pour driver le bateau, comme tu disais, ça va tout s'arrêter. Jusqu'au moment où tu te rends compte que ça t'épuise et puis tu t'es plus la personne qui peut continuer cette aventure-là. Et donc, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. J'ai vendu mes parts, même si c'est une entreprise que j'avais montée à 22 ans. Cette entreprise, elle a duré 20 ans. Et j'ai réussi aussi à accepter le fait que c'était peut-être pas moi qui allais la continuer. Et donc, j'ai laissé les clés à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, parce que ça fait quand même des mois qu'on se connaît, c'est les clients avec qui tu travailles, les projets sur lesquels tu bosses. C'est au-delà du guerrier qui veut faire entrer du chiffre et faire tourner une boîte. Je pense que c'est aussi pour ça que tu embarques autant les personnes qui bossent avec toi. C'est que tu t'impliques, tu es engagé. Là, notamment, tu es avec Glisse en cœur.
Si tu veux nous parler un peu de ça, parce que je trouve que ça te caractérise beaucoup aussi, cet engagement. Je pense que il y a pour moi la définition de l'entreprise. On est là pour gagner de l'argent. Okay, on est d'accord là-dessus, tous. On est là pour payer nos salaires, donc pour faire en sorte que l'équipe puisse gagner sa vie, en se faisant plaisir et s'épanouisse dans son travail. Mais je reste convaincu qu'on a un autre rôle complémentaire quand on peut, quand on a le temps, quand on est prêt. Il ne faut pas se stresser. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas aligné et on n'a pas le temps et on doit foncer avec d'autres objectifs. Mais quand on peut prendre du recul et puis se mettre dans des projets caritatifs et aider des projets qui en ont besoin et qui vont finalement indirectement nous épanouir aussi d'une autre manière, eh ben, je pense que c'est important. Et depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'aide des projets associatifs et caritatifs comme Glisse en Cœur, avec un objectif qui a toujours été faire avancer les choses, faire changer le regard sur la maladie, sur les problèmes qui sont liés à l'enfance, puisque Glisse en Cœur, on est sur des thématiques qui sont liées à l'enfance, en tout cas des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Et c'est des projets qui ne peuvent pas exister s'il n'y a pas à un moment donné des chefs d'entreprise, des gens qui ont la capacité de le faire, financièrement aussi, parce que leur boîte tourne, parce qu'elles peuvent se libérer un peu de temps. Et ben, c'est des projets qui vont fonctionner qu'à la condition qu'il y ait des gens comme nous qui prenions du temps et puis de l'envie aussi, et du cœur pour accompagner. Mais je ne suis pas seul, je prends l'exemple de Thomas et Antoine Machado, les patrons de Priams, qui font ça magistralement bien. Et qui font partie des partenaires aussi de Glisse en Cœur, et puis plein d'autres, je vais en oublier plein, mais et Glisse en Cœur, ce qui est super intéressant dans ce projet, c'est que on parlait tout à l'heure de raison d'être, et donc tu peux rééquilibrer aussi ta raison d'être, qui n'est pas que de créer des marques, de créer des supports de communication, de créer des marques employeurs, de créer des stratégies de contenu. Tu crées aussi... tu as une raison d'être qui vient porter des projets qui en ont besoin et qui sont liés au caritatif et qui viennent redonner du sens à nos projets. Et je le vois avec l'équipe sur Glisse en Cœur. Quand je demande à l'équipe de venir le week-end participer à Glisse en Cœur, les gens sont OK. Tu n'as pas besoin de les forcer. Et ils viennent parce qu'il y a une raison, parce que c'est un projet en même temps qui est festif. Tu vois, il y a pas, c'est une course, c'est un événement caritatif, mais qui a un aspect porté sur la dynamique, l'événementiel et puis le côté très festif. Et beaucoup d'entreprises s'y retrouvent avec leurs équipes. Donc il y a ce côté aussi culture d'entreprise. Et puis c'est très team building aussi sur certains aspects. Donc nous, on y va pour plein de raisons. On y va parce que depuis peu, je fais partie du bureau qui organise ces événements. Donc j'ai été invité en étant partenaire de la première heure depuis 15 ans et en ayant donné pendant 15 ans du temps, de l'énergie et de l'amour pour un projet comme ça. J'ai été invité à rejoindre le board qui s'occupe maintenant de choisir les associations chaque année et qui s'occupe de structurer des projets. Et on a pu faire naître, pour te dire comme ça fonctionne, on a pu faire naître 2 nouveaux projets. Vendée Cœur, donc c'est du paddle, c'est une course de paddle en Vendée, et Danse en Cœur qui va démarrer à Lyon en octobre et qui est une compétition de danse pendant 24 heures. Toujours pour des œuvres caritatives, avec un objectif de récolter des dons via une plateforme web qu'on a développée, donc on a fabriquée avec les équipes techniques d'Inspire. Et depuis 8 ans, on porte cette plateforme digitale le jour où cette plateforme a été lancée, il y a 8 ans, on a multiplié par 6 ou 7 les dons, juste avec un levier qui était les réseaux sociaux, qui permettait finalement de partager plus largement ton équipe, ton profil, et donc que tes proches viennent donner, abondent sur ton équipe, et toute cette rentrée d'argent arrivait en dons dans l'association. C'est vraiment le cercle vertueux, tout ce qui est en train de se mettre en place. Oui, après je pense qu'il faut avoir une certaine... Il faut avoir traversé des tempêtes, il faut avoir à un moment donné reconnu que à mon âge, j'ai pas envie de révolutionner le monde de la pub et le monde de la com. Il y a des gens qui le font mieux que moi et qui sont bien plus brillants et meilleurs que moi. Je suis convaincu que je peux continuer à créer des choses qui marchent, qui sont esthétiques et qui fonctionnent, pas tout seul, parce que c'est mon équipe qui partage ça avec moi,
que ça soit au niveau créa, que ça soit au niveau rédaction, au niveau concept créa. Et puis il y a des projets qu'on gagne, il y a des projets qu'on perd, et c'est le jeu. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis relativement bon dans le sourcing des talents et dans la capacité à les faire grandir, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans notre projet, qui est un peu comme un petit laboratoire RH, tu vois. Et puis à les laisser partir. Parce que le plus important, c'est pas de tout faire pour garder les gens et d'être déçu quand ils s'en vont. Au début de ma carrière, je travaillais beaucoup avec l'école des Gobelins. Et je recrutais des fois 2 apprentis par an. Pendant 10 ans, j'ai recruté des Gobelins sur mon ancienne entreprise. Et j'étais vraiment énervé et fâché quand les personnes partaient travailler en Suisse. Donc si tu veux, nous, on les recrutait. Elles faisaient 2 ans chez nous en apprentissage. Et à peine elles avaient leur diplôme, elles restaient chez nous 6 mois. Et après, elles partaient en Suisse pour aller chercher des salaires qui étaient 6 fois plus importants. Et donc, on avait les boules, si tu veux. Et puis, j'ai mis longtemps à comprendre que le plus important, finalement, c'était pas qu'elles partent. Le plus important, c'était qu'elles aient pu apprendre, partager, grandir et surtout que derrière, elles puissent continuer à transmettre ce que j'avais pu leur apprendre et leur enseigner. Et j'ai recroisé bien des années plus tard des personnes de cette époque et elles m'ont toutes dit la même chose. Toutes. Elles m'ont dit, en fait, on a tous regretté, sans l'avouer à personne, d'avoir quitté l'entreprise parce qu'on allait chercher de l'argent et finalement, ça nous a pas épanouis. Ouais. Et c'est incroyable parce que elles ont toutes dit la même chose alors que certains se connaissaient même pas, tu vois. Sur les 10 ans, tout le monde ne s'est pas croisé. Et donc, je me suis dit, finalement, il faut garder cette flamme et garder cette envie de faire grandir les talents, de les trouver, de les identifier, de leur donner de l'intensité. Moi, quand je recrute des gens, je leur mets le feu, si tu veux. Je veux leur mettre le feu pour que derrière, ils se disent « Putain, je vais arriver lundi, ça va être... » À part celle de lundi que j'ai loupée. Mais par contre, à partir du moment où tu leur donnes cette énergie, tout est possible. Tu peux demander à Margot, hein, quand tu la croiseras, tout est possible. Après, il faut pas être non plus laxiste. Moi, je suis dur. Des fois, Margot, elle se fait engueuler et je lui dis les choses. Et quand elle fait 3 fois les mêmes erreurs, je lui dis « Faut arrêter, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille ?» Et donc, après, ça s'améliore avec le temps. Après, Margot, c'est marrant parce que quand elle n'a pas de pression, elle fait des conneries. Quand elle a beaucoup de pression, elle fait 0 erreur. Et c'est incroyable, ça aussi, tu vois. Donc, il faut lui mettre la pression absolue. Écoute, je te remercie pour tous ces partages. Tu m'en veux pas, mais je suis obligée de te dire que tu es très inspirant comme chef d'entreprise. Je sais pas, c'est pas moi qui le jeu de mots est forcément révélateur. Pour conclure, oui. Est-ce que tu aurais le mot de la fin ou quelque chose à nous partager, une leçon de vie ? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose ? Ouais. J'ai envie de partager un truc qui est un petit peu fil rouge dans tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui est lié un peu à mes enfants, tu vois, et qui est lié finalement à la capacité que les parents ont, à travers leurs doutes, de démolir la confiance que leurs enfants peuvent avoir en eux. Et s'il y a un truc à faire, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas convaincu, même si on pense que ça ne va pas marcher, il faut ne pas le dire. Et il faut tout faire pour que les enfants grandissent avec cette énergie qu'ils ont au début, hein, et qu'ils gardent le plus possible cette énergie et cette envie d'essayer un maximum de choses. Et d'aller au bout de leur rêve et de tenter quelque chose. Et de pas, comme moi je l'ai connu, être dans un schéma où on n'a pas confiance, on pense que tu n'y arriveras pas, on te l'exprime, des fois on ne te le dit pas, c'est encore pire, on te le fait ressentir. Et donc tu avances avec des biais qui sont faussés. C'est-à-dire que tu ne comprends pas des fois pourquoi tu doutes de plein de trucs, pourquoi tu vois des gars qui vont partir sur des argumentaires, ils sont sereins, ils sont à l'aise, un peu des argumentaires puissants, et toi tu n'arrives pas à faire ça, tu n'arrives pas parce que tu es bloqué parce qu'à un moment donné tu as peur du regard d'un public, tu as peur du jugement des gens, et donc j'ai fait en sorte avec mes enfants, en tout cas avec ma fille, de tout faire pour construire cette confiance en eux. Et je suis très fier de ça aujourd'hui. Donc si je peux donner un conseil, dans l'entrepreneuriat en tout cas, on ne sait pas ce que les gens vont faire demain, on ne sait pas si nos enfants vont monter des boîtes, vont être salariés, vont aller à gauche, à droite, on s'en fiche. Il faut que vous allumiez une flamme, et cette flamme, c'est la confiance en soi. Et une fois qu'on l'a définie,
et qu'on garde le cap. Alors c'est pas facile, hein. Des fois on a des travers aussi qui reviennent au galop, mais il faut tout faire pour que les enfants aient cette force en eux. Et moi j'ai réussi à le faire avec ma fille, je suis en train de le faire avec mon fils. C'est pas toujours simple, mais le but c'est ça. Je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est de pas couper cet élan et cette énergie. Alors c'est culturel aussi, maintenant ça va, je trouve, beaucoup mieux qu'avant. Mais à mon époque, quand j'avais 22 ans, c'était pas comme ça. C'était un peu plus tranchant dans le fait de croire en nous. En fait. C'est le fil rouge de notre bilan de compétences, c'est la confiance en soi. C'est ça. Parce que 100% des clients qu'on accompagne ont une grosse perte d'estime de soi. Et on travaille beaucoup sur ça. Et là, ça y est, ils ouvrent les yeux et ils vont sur un autre chemin, en fait. Et on met longtemps à l'accepter et on met longtemps à décider de le changer, tu vois. Et moi, je pense que le vrai cap, c'est d'avoir quitté cette entreprise qui était toxique et qui avait une raison d'être qui n'était pas la bonne pour aller vers un projet. En fait, je dirais que ma première entreprise, ma première vraie entreprise qui est équilibrée, qui m'épanouit et qui fait du bien à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les employés, les clients, moi-même et ma famille. Et ben en fait, cette entreprise s'inspire. Donc en fait, c'est ma première vraie entreprise qui fonctionne comme il faut, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu'elle respecte tout ça. Elle coche toutes ces cases. C'est parfait. Et elle marche bien sans que j'aie à forcer le trait. Parce que les équipes portent ces valeurs-là, le partagent, le transmettent aux clients, les clients le ressentent. Et donc c'est un cercle vertueux, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est ça, voilà. Ne démolissez pas la confiance que vos enfants ont en eux. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.